Qu'est-ce qui peut justifier C'est cette passivité, c'est cette qui, impuissance affichée par l'ONU, qui pense c'est- c'est- qu'elle n'a plus les moyens ou qu'elle n'a pas de moyens pour faire face aux rébellions? parce que le Congo est agressé par les États-Unis. C'est clair, le Congo est agressé par les États-Unis et le premier secrétaire général des Nations Unies qui va l'ouvrir contre les États-Unis, il sera évincé comme Boutros Ghali. C'est connu. Le Congo, le Rwanda est un sous-traitant des États-Unis. Et l'ONU, qui est financée, le plus gros financement de l'ONU vient des États-Unis. Lorsque les intérêts des États-Unis sont en jeu, l'ONU s'aligne derrière les intérêts des États-Unis. Posez-vous la question. On agresse l'Ukraine pour des raisons que la Russie estime légitimes. La Russie a dit que c'est de la légitime défense, il anticipe parce que les dangers arrivent à la porte. 9 milliards de dollars. Là, je ne parle que de la contribution des États-Unis. 9 milliards de dollars. Des sanctions, mais ça tombe dru tous les jours. Au point que toutes les sociétés américaines menacent toutes les personnes qui veulent réfléchir sur cette guerre. Vous êtes sur YouTube, vous le savez. Il y a une notification Tout à que fait. si vous traitez la guerre de l'Ukraine d'une certaine façon, votre compte sera bloqué. Bloqué, oui, oui. Mais lorsque vous dites que les Congolais meurent, que vous citez les noms de Kagame, personne, quand les Kagame, par exemple, ou les Rwandais viennent nier qu'ils sont innocents par rapport à ce qui se passe au Congo, aucune société américaine, ni Facebook, ni YouTube, ni Twitter, ni qui que ce soit, ne censure quoi que ce soit. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est parce que derrière cette guerre du Congo se trouvent d'énormes intérêts occidentaux. Prenez une carte des matières premières. Regardez ceux qui exploitent ces matières premières. Mais regardez qui pille les Congos. Vous allez voir les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie et tous les pays de l'Union européenne. Et là, j'interpelle les Congolais de Brazzaville parce qu'avant Kinshasa, Rwandais avait commencé à desservir Brazza de la même façon. Donc, ce qu'ils ont fait à Kinshasa pour infiltrer nos institutions, c'est ce qu'ils font aussi à Brazzaville avec la même société. Avant, pour aller à Brazzaville, ils devraient traverser tout le Congo à pied. Mais maintenant, avec Rwandais, ils se retrouvent directement à Brazzaville. Demain, ne soyez pas surpris que les gens se fassent égorger aux poules. Ces gens-là viennent comment? Ils viennent par Rwandais. Donc, le fait qu'ils soient à Brazzaville doit Quand interpeller vous les dites Congolais. que ne soyez pas surpris que les gens soient égorgés aux poules, vous faites allusion au département du Poul au Congo-Brazzaville, c'est ça? Ah ben oui, je fais allusion au département du Poul. Parce que le modus operandi de tous ces massacres qu'il y a eu au Poul, là où il y a quelques réfugiés rwandais, c'est le modus operandi de l'armée de l'UNA, de l'armée de Paul Kagame. De Les banques, découper les victimes avec les machettes, c'est ben cela. oui, c'est de découper les victimes avec les machettes. Ils viennent comment? Ils viennent par rwandais. Donc c'est tout le monde qui est visé dans cette affaire et on ne comprend pas l'entêtement du président Denis Sassou Nguesso. Il est encerclé par les Boas qui est en train de le lubrifier pour l'avaler et il est là encerclé par les Boas tout sourire. Mais il comprendra quand il va se faire étrangler, casser les côtes et avaler, ça sera déjà trop tard. Parlons un peu de cet ambassadeur et comment il est arrivé au Congo. Cet ambassadeur appartenait au service action des services de renseignement rwandais. Il était en Afrique du Sud impliqué dans l'assassinat des opposants au président Paul Kagame, dont un attentat contre l'ancien responsable des renseignements militaires rwandais, Kanyuma Nyamwasa, le général Kanyuma Nyamwasa, et l'assassinat de Keregeya. Il a été expulsé de la manière la plus honteuse de l'Afrique du Sud, accusé d'assassinat. Salut mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très ravi de vous retrouver pour ce tout autre numéro de Droit de savoir où j'ai le plaisir de recevoir de nouveau messieurs. Caroline Maïzo, vous êtes journaliste, analyste politique et conférencier. Bonjour, c'est toujours un plaisir pour moi de vous recevoir sur notre plateau. Bonjour Christian Perrin, bonjour à tous. C'est toujours un honneur pour moi d'être là.
Merci de votre disponibilité. Au centre de cette interview, la tension qui monte un cran entre Kinshasa et Kigali, notamment avec l'expulsion par Kinshasa de l'ambassadeur rwandais. Nous évoquerons également le conflit qui oppose depuis juin dernier les communautés Teke et Yaka dans l'ouest de la RDC. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, si vous nous rejoignez pour la première fois sur Teler TV, je suis Christian Perrin. Merci d'avoir fait le bon choix. Monsieur Caroline Maïzo, Vincent Karega, l'ambassadeur du Rwanda à Kinshasa, a quitté la République démocratique du Congo lundi après avoir été notifié de la mesure de son expulsion. Pour autant, Kinshasa n'a pas rompu ses relations diplomatiques avec son voisin, le Rwanda. Comment comprendre cette mesure? Ben, c'est facile à comprendre. Il faut poser un postulat. C'est que le Congo est un pays occupé, et un pays occupé dirigé par le Rwanda en arrière-plan. Le Rwanda qui se trouve être le sous-traitant de l'OTAN, autrement dit les sous-traitants des Five Eyes ainsi que de l'Union européenne, les sous-traitants des États-Unis, du Canada, de la Grande-Bretagne, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, d'Israël, de toute l'Union européenne représentée par la Belgique. Parce que avant de parler de Caroline Maïzo, vous dites Kinshasa, sinon la RDC est un pays occupé et donc dirigé, entre guillemets, par le Rwanda, alors qu'aujourd'hui, nous avons un président congolais, bien entendu, Félix Tshisekedi. l'occupation, ce n'est pas une affaire d'avoir un président national. L'occupation, selon la Convention de la Haye de 1907, article 42, c'est lorsque tout ou partie d'un territoire est occupé, disons, est mis sous la responsabilité des forces ennemies. Et le Congo, depuis 1996, date de l'agression de forces rwandaises, disons, de forces de ce qu'on appelle l'UNAR, hein, l'Union nationaliste rwandaise, c'est-à-dire le parti politique suprématiste et raciste qui dirige aujourd'hui et l'Ouganda et le Rwanda, donc avait créé une structure du nom des AFDEL qu'ils ont appelé pompeusement rébellion. Ben, rébellion parce que c'est ceux qui étaient derrière cette affaire leur ont donné des moyens de communication, des moyens de propagande, leur ont assuré une certaine impunité. Donc, ce sont eux, avec leurs médias mainstream, qui ont qualifié l'AFDEL, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, ils l'ont qualifié de rébellion congolaise. Or, en réalité, c'était une agression rwandaise. Sauf que le Rwanda, qui sortait d'un génocide, sincèrement, n'avait pas les moyens militaires de mener une telle entreprise. La réalité de l'affaire, c'est qu'il y avait d'énormes moyens militaires, des moyens logistiques, en argent, des satellites et tout ça, mais d'énormes moyens mis à disposition par la Grande-Bretagne et les États-Unis pour agresser le Congo et chasser Mobutu. Et depuis cette agression, le Congo a toujours été occupé. Donc l'agression, résolution 33-14 de la 33e Assemblée générale des Nations Unies, c'était le 14 décembre 1974. Donc si on lit cette résolution, on voit que le Congo a été agressé. Et après, maintenant, si on lit cette convention de la Haye de 1907, on voit vraiment que le Congo est occupé, malgré le fait qu'il y ait un président congolais. Donc, maintenant que le Congo est occupé, il y a même un député belge, hein, qui n'est plus député, qui avait lancé comme une boutade en disant le Congo était une colonie belge, maintenant c'est devenu la colonie de la communauté internationale. Ceux qui font des études de droit international savent que communauté internationale n'existe pas. C'est des euphémismes pour cacher une réalité. C'est au fait le club occidental. Et qui Oui, dit mais maintenant, cette communauté internationale, j'allais dire, parmi les membres, il y a les États-Unis qui venaient officiellement de condamner l'agression par le Rwanda, l'agression de la RDC par le Rwanda. C'est une distraction de mauvais goût. En Ukraine, ils ont condamné, ils ont donné 9 milliards de dollars pour aller défendre l'Ukraine. Tandis qu'au Congo, les États-Unis condamnent l'agression, mais quand Anthony Blinken arrive à Kinshasa, il renvoie dos à dos le Congo avec le Rwanda en disant aux Congolais que les FDLR sont là, tout en sachant, parce qu'ils en ont les moyens militaires et technologiques, de savoir que les FDLR n'existent même presque plus. C'est quelques voleurs de poules qui sont dans des villages, mais les FDLR qui existeraient, c'est au fait des supplétifs de l'armée rwandaise utilisés par Paul Kagame. Tout ça, on le sait. Donc, du coup, quand vous parlez de l'expulsion de l'ambassadeur Vincent Oui, Kareka,
qui représenterait quelque chose, je vous dis, c'est une mauvaise lecture des choses. Parlons un peu de cet ambassadeur et comment il est arrivé au Congo. Cet ambassadeur appartenait au service action des services de renseignement rwandais. Il était en Afrique du Sud impliqué dans l'assassinat des opposants au président Paul Kagame, dont un attentat contre l'ancien responsable des renseignements militaires rwandais, Kanyuma Nyamwasa, le général Kanyuma Nyamwasa, et l'assassinat de Keregeya. Il a été expulsé de la manière la plus honteuse de l'Afrique du Sud, accusé d'assassinat. Monsieur se retrouve ambassadeur à Kinshasa alors que le général Delphin Kayimbi avait fait une note. Le général Delphin Kayimbi, déjà assassiné, hein, mort il n'y a pas longtemps, assassiné, il était responsable des renseignements militaires congolais, a fait une note au président Tshisekedi, lui expliquant que, vu le pédigré de la personne, on ne devait pas l'accréditer comme ambassadeur à Kinshasa. Mais apparemment, c'est ce que nous apprenons par les médias d'ailleurs, qu'il serait né en RDC. Il est né et a grandi aussi en RDC. Ben, ils sont nombreux qui sont nés, grandis en RDC, qui étaient congolais, et quand leur parti politique, le FPR a pris le Rwanda, curieusement, tous ces gens-là sont devenus congolais du jour au lendemain. Même l'ancien ambassadeur, il y en a deux hein, à l'ambassade du Rwanda à Paris, qui au Congo, on les connaissait congolais, et brusquement, ils sont ambassadeurs du Rwanda en France, et se mettent à critiquer le Congo, le pays qui leur a donné et les gîtes et les couverts, leur a fourni des bourses pour étudier. Les gens sont d'une ingratitude jamais vue, à couper au couteau. Ceux qui crachent sur le pays qui leur a tout donné, en fait. Donc, Vincent Karega, malgré ce pédigré, Félix Tshisekedi va l'accréditer contre vents et marées, ambassadeur du Rwanda en République démocratique du Congo. Lorsqu'il a eu des propos désobligeants pour nier les souffrances de la manière la plus ironique et avec une arrogance que, bon, généralement les Tutsis sont connus comme étant très arrogants, avec une arrogance mais terrible, il a nié les souffrances du peuple congolais et il a même nié qu'il y ait des morts à l'Est. On parle de 10 millions de morts, bon, lui il demande, ils sont morts où, ils sont enterrés où, quels sont leurs noms, avec toute cette arrogance. On ne lui a rien fait. Tout ce qu'on s'est contenté de faire, les présidents l'ont invité à la présidence et les mauvaises langues ont dit qu'ils étaient partis prendre une bière. Ah, on ne lui a même pas condamné. Alors, pendant que la société civile poussait, des gens sont allés manifester devant l'ambassade du Rwanda. Ils se sont fait molester, ils se sont fait tabasser. Certaines personnes ont été arrêtées. On connaît même une dame très, très courageuse qui est allée manifester devant l'ambassade. En sortant, la dame était tellement brisée que nous nous sommes posé des questions sur ce qu'on lui a fait au cachot pour qu'elle sorte brisée comme ça, juste parce que la personne est allée manifester contre Vincent Karega. Alors, pendant que le Rwanda continue son entreprise criminelle, que Paul Kagame a d'ailleurs revendiqué publiquement sur Jeune Afrique en disant « Nous n'avons pas vocation à faire la guerre chez nous. Il y a un temps pour supplier, il y a un temps pour demander, il y a un temps pour faire comprendre les choses. Si on ne nous comprend pas, nous, on va aller trouver la solution là où on pense que le problème vient. » Autrement dit, les Rwandais disent qu'ils vont aller faire la guerre au Congo. Paul Kagame l'a clairement dit sur Jeune Afrique. Et il a prétendu aussi qu'il y a des FDLR au Congo qui menaceraient la sécurité du Rwanda. Donc, du coup, il a commencé à mener cette guerre. J'en veux pour preuve. On nous dit que le M23, c'est une rébellion. Mais pourquoi chaque fois que cette rébellion attaque, on va aller négocier avec les Rwandais, si c'est une rébellion congolaise? Pourquoi les Congolais ne négocient-ils pas entre eux? Pourquoi doivent-ils, si le M23, mouvement soi-disant congolais, attaque, on doit aller négocier avec les Rwandais? Et si on tue un membre du M23, c'est les Rwandais qui protestent. Or, les membres du M23 sont censés être des Congolais. Donc, ça devait être une affaire interne entre Congolais. Pourquoi les Rwandais se sentent-ils toujours obligés de défendre ce genre? Donc, le président Félix Tshisekedi, à qui on a demandé de rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda, de fermer la frontière, de rappeler l'ambassadeur de la RDC au Rwanda, ce qui est la conséquence logique de la rupture des relations diplomatiques, de renvoyer l'ambassadeur rwandais au Congo, donc Vincent Karega, ce qui serait aussi une conséquence logique des ruptures des relations diplomatiques, contre vents et marées, ne voulait rien faire. Mais lorsque... Oui, mais là, il vient de prendre quand même une mesure forte, de renvoyer l'ambassadeur rwandais. Ce n'est pas une mesure forte, plutôt une mesure soporifique,
Parce que depuis tout ce temps, 2 ans et quelques mois, parce qu'il est là depuis juillet 2020, 2 ans et quelques mois que ce monsieur est là contre vents et marées, il l'a maintenu. Mais maintenant que les forces rwandaises, qu'on appelle M23, c'est le faux nez de l'armée rwandaise, se retrouvent à moins de 70 km. Ce matin, c'est encore 40 km de Goma. La pression de l'opinion publique étant devenue intenable, dans un premier temps, il expulse l'ambassadeur sans rompre les relations diplomatiques et sans fermer la frontière. Mais le ministre des Affaires étrangères va se limiter à instruire au chargé d'affaires, à l'ambassadeur congolais au Rwanda, de sursoir, je dis bien de sursoir à la présentation des lettres de créance. Au lieu de les rappeler, il a demandé qu'on puisse sursoir, ce que beaucoup de gens n'ont pas compris. Et quand la pression est allée crescendo, c'est alors que le gouvernement congolais va rappeler les chargés d'affaires du Congo au Rwanda en lui disant de revenir à Kinshasa. Mais en attendant, pas de rupture des relations diplomatiques et pas de fermeture de la frontière. Parce que la rupture des relations diplomatiques et la fermeture de la frontière, ça serait franchir les Rubicons. Or, tout le monde sait que si Tshisekedi est au pouvoir, c'est Joseph Kabila qui l'a nommé électoralement, et derrière Joseph Kabila se cache Paul Kagame, et derrière Paul Kagame se cachent des multinationales occidentales, notamment américaines, britanniques, canadiennes, israéliennes, australiennes, etc. Donc, bon, c'est juste la pression de l'opinion publique qui fait que de temps en temps, il fait semblant de prendre quelques mesures pour baisser la pression, mais c'est des mesures soporifiques. On croira Félix Tshisekedi les jours où il va rompre les relations diplomatiques et va déclarer la guerre au Rwanda. Jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas encore déclaré la guerre. L'armée, le M23 est en train de faire sa promenade de santé dans une région où il y a l'état de siège. Posez-vous la question, le pourquoi de cette promenade de santé, aussi longtemps qu'il y a l'armée congolaise là-bas et il y a la MONUSCO là-bas. Caroline Maïzou, en diplomatie, vous le savez, les faits et gestes ont un sens et une signification. Expulsé de Kinshasa, Vincent Karega s'est rendu aussitôt à Brazzaville, où il devrait prendre un vol régulier de Rwandair pour Kigali. Quelle lecture politique peut-on faire de cette trajectoire? Il est d'abord allé à Brazzaville parce que Rwandair dessert Brazzaville. Ça, c'est la grande question. Rwandair a desservi Kinshasa 7 jours sur 7, sans réciprocité. Aucune société congolaise ne desservait Kigali de la même façon. Il desservait Kinshasa tous les jours. Les avions venaient pleins et rentraient vides. Ces avions ont déversé des espions, ont déversé des péripatéticiennes qui ont récupéré le marché de la prostitution au centre-ville de Kinshasa. Et qui dit prostitution dit compromat, c'est-à-dire qu'ils sont avec, elles sortent avec des dirigeants, elles ont des sextapes des dirigeants, ce que les Russes appellent la compromat. Bon, et qui dit encore Rwandais, et tous ces gens qui venaient, c'est des militaires qui venaient, une fois à Kinshasa, au lieu de sortir à l'aéroport, de prendre la droite, c'est-à-dire vers le centre-ville, et ils prenaient la gauche vers le plateau de Bateke, là où il y a maintenant la grande insécurité à Kwamuntu et consorts. Donc, Rwandair a favorisé l'arrivée de l'armée rwandaise en civil à Kinshasa pour semer l'insécurité. D'ailleurs, il y a une célèbre vidéo que tout le monde peut retrouver sur Internet où un général rwandais disait dans un stade à Kigali qu'avant, pour aller à Kinshasa, on devrait parcourir des milliers de kilomètres à pied. Maintenant, le travail nous est facilité. En quelques minutes, nous sommes là-bas parce que nous avons Rwandair. Il suffit de monter dans un avion de Rwandair et nous sommes à Kinshasa. Nous allons atteindre nos objectifs. C'est un général rwandais qui parle dans un stade. La vidéo est virale. Donc, quand la pression est devenue intenable, Félix Tshisekedi, qui avait autorisé à Rwandair de desservir Kinshasa, qui avait autorisé à Rwandair de desservir le Congo et l'étranger sans passer par Kigali, dont une société étrangère sans accord open space pouvait relier le Congo à l'Europe, pouvait relier le Congo à l'Asie, une société étrangère, maintenant qu'il a pris cette décision, et là j'interpelle les Congolais de Brazzaville, parce qu'avant Kinshasa, Rwandair avait commencé à desservir Brazzaville de la même façon. Donc ce qu'ils ont fait à Kinshasa
pour infiltrer nos institutions. C'est ce qu'ils font aussi à Brazzaville avec la même société. Avant, pour aller à Brazzaville, ils devraient traverser tout le Congo à pied. Mais maintenant, avec Rwandais, ils se retrouvent directement à Brazzaville. Demain, ne soyez pas surpris que les gens se fassent égorger aux poules. Ces gens-là viennent comment? Ils viennent par Rwandais. Donc, le fait qu'ils soient à Brazzaville doit Quand interpeller vous les dites Congolais. que ne soyez pas surpris que les gens soient égorgés au Poul, vous faites allusion au département du Poul, au Congo-Brazzaville, c'est ça? Ah ben oui, je fais allusion au département du Poul. Parce que le modus operandi de tous ces massacres qu'il y a eu au Poul, là où il y a quelques réfugiés rwandais, c'est le modus operandi de l'armée de l'UNA, de l'armée de Paul Kagame. De Les banques, découper les victimes avec les machettes, c'est ben cela. oui, c'est de découper les victimes avec les machettes. Ils viennent comment? Ils viennent par rwandais. Ils vont vous ramener des filles qui vont se faire passer pour des Congolaises du Kivu, qui vont épouser des dirigeants du Congo-Brazzaville et ils vont vous infiltrer les pays à fond la caisse. Et certaines de leurs entreprises criminelles qui partiraient de Brazzaville, mais ces gens sont arrivés à Brazza comment? Je ne pense pas qu'ils soient traversés par les beaches. C'est des gens qui viennent par Rwandais. La présence des Rwandais à Brazzaville doit vous interpeller. Je me rappelle à une époque, quand Rwandais a commencé à desservir Brazzaville, j'avais fait une chronique, une de mes émissions que je fais sur Internet, où j'avertissais les Congolais de Brazza de ces dangers. Et à l'époque, l'argumentation du gouvernement rwandais, c'était que pour favoriser l'exportation, ou du côté Congo-Brazzaville, l'importation des poissons. Mais on se moque de qui? Le Rwanda a quel poisson? Le lac Kivu, c'est le lac qui est, je crois, la plus grande réserve de gaz méthane au monde. Ce n'est pas un lac poissonné, le lac Kivu. Citez-moi cette rivière au Rwanda qui a plus de poissons que le fleuve Congo, qui a plus de poissons que le littoral à côté de Pointe-Noire. Donc, le Congo-Brazza qui devait exporter du poisson vers Kigali, Kigali a sorti un argument du genre, c'est pour le commerce du poisson du Rwanda vers le Congo-Brazza et du café. Et vous croyez à ce genre de bobards? Les Kérul prises Maïzo, militaires qui se déroulent cette sous nos yeux. expulsion intervient au moment où le M23, vous l'avez d'ailleurs notifié à l'entrée de jeu, soutenu par le Rwanda, gagne du terrain et se rapproche de plus en plus de Goma. Qu'est-ce qui peut expliquer la passivité donc, de l'ONU, qui semble d'ailleurs afficher une impuissance face à cette situation qui non seulement date de plusieurs décennies, mais a déjà fait plus de 10 millions de victimes? Bon, vous êtes déjà très gentil de dire que le M23 est soutenu par le Rwanda. Le M23 n'est pas soutenu par le Rwanda. Le M23, c'est le nom de l'armée rwandaise pour congoliser leur agression, parce que lorsqu'on congolise une agression, ça devient une rébellion. Parce que si ce n'était pas une rébellion, ça serait une agression, ça rentre sous le coup du droit international. Tandis qu'une rébellion, c'est une affaire interne, c'est la science politique et les droits constitutionnels qui résout ce genre de problème. Donc, du coup, le M23, en fait, c'est la technique de l'armée rwandaise. En L'armée fait, rwandaise, vous voulez nous dire, vous allez me pardonner de cette comparaison, c'est le Wagner version Rwanda, c'est cela, ou la Légion étrangère version rwandaise. ouais, plutôt la légion étrangère version rwandaise, mais même c'est pire. C'est juste l'armée rwandaise qui change de nom. En fait, à l'époque de l'AFDEL, l'armée rwandaise au Congo s'est appelée, à l'époque, hein, 96, l'agression de l'armée rwandaise au Congo s'est appelée AFDEL. Après, ils ont pris le nom du RCD, c'était toujours l'armée rwandaise. Après, ils ont pris le nom du CNDP d'Nkunda Batware. Après, de l'autre côté, Ouganda, qui est toujours l'armée de l'UNA, ils ont créé le MLC de Jean-Pierre Bemba. Donc le MLC, c'était toujours l'armée de l'UNA, donc le versant ougandais. Après, ils sont devenus les M23, les mouvements du 23 mars 2000, je crois, 9 ou quoi. Donc, après, ils se font appeler aussi Tutsi Congolais, ils se font appeler FDLR, ils se font appeler Interamwe, ils se font appeler ADF Nalou, et ils se font appeler PPRD, ils se font appeler FCC. Tous ces noms-là que vous entendez, c'est l'armée rwandaise. Et le secrétaire général des Nations Unies a clairement dit que l'ONU n'avait pas les moyens de combattre ces mouvements qui a une puissance de feu supérieure au leur. Et en précisant même que qui a une puissance de feu d'une armée régulière. C'était un langage diplomatique pour dire que l'ONU n'a pas la capacité d'entrer en guerre contre l'armée rwandaise.
un mouvement rebelle, Et c'est la question que je un posais donc mouvement tout à l'heure. rebelle, Qu'est-ce qui peut justifier cette passivité, ce cette qui, impuissance affichée par l'ONU, qui pense c'est- qu'elle n'a plus les moyens ou qu'elle n'a pas les moyens pour faire face à la rébellion? parce que le Congo est agressé par les États-Unis. C'est clair, le Congo est agressé par les États-Unis et le premier secrétaire général des Nations Unies qui va l'ouvrir contre les États-Unis, il sera évincé comme Boutros Ghali. C'est connu. Le Congo, le Rwanda est un sous-traitant des États-Unis. Et l'ONU, qui est financé, le plus gros financement de l'ONU vient des États-Unis. Lorsque les intérêts des États-Unis sont en jeu, l'ONU s'aligne derrière les intérêts des États-Unis. Posez-vous la question. On agresse l'Ukraine pour des raisons que la Russie estime légitimes. La Russie a dit que c'est de la légitime défense, il anticipe parce que les dangers arrivent à la porte. 9 milliards de dollars. Là, je ne parle que de la contribution des États-Unis. 9 milliards de dollars. Des sanctions, mais ça tombe dru tous les jours. Au point que toutes les sociétés américaines menacent toutes les personnes qui veulent réfléchir sur cette guerre. Vous êtes sur YouTube, vous le savez. Il y a une notification que si vous traitez la guerre de l'Ukraine d'une certaine façon, votre compte sera bloqué. Bloqué, oui, oui. Mais lorsque vous dites que les Congolais meurent, que vous citez les noms de Kagame, personne, quand les Kagame, par exemple, ou les Rwandais viennent nier qu'ils sont innocents par rapport à ce qui se passe au Congo, aucune société américaine, ni Facebook, ni YouTube, ni Twitter, ni qui que ce soit, ne censure quoi que ce soit. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est parce que derrière cette guerre du Congo se trouvent d'énormes intérêts occidentaux. Prenez une carte des matières premières. Regardez ce qui exploite ces matières premières. Ouais, la Chine vient de s'ajouter sur le marché. C'est une grande puissance qui est venue récupérer sa part, entre guillemets. Mais regardez qui pille les Congos. Vous allez voir les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie et tous les pays de l'Union européenne. Et ces pays-là, de temps en temps, ils prennent quelques résolutions sans aucun effet. Prenons l'exemple du rapport mapping. On envoie des experts des Nations Unies qui vont enquêter. Ces experts des Nations Unies disent qu'il y a plus ou moins 680 massacres qui, s'ils se retrouvaient devant un tribunal compétent, peuvent être qualifiés de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre ou de crimes de génocide. Qu'est-ce qu'on a fait au niveau de l'ONU? On a pris ces rapports, on l'a caché. D'abord, ça devait être un rapport des experts des Nations Unies sur la situation générale du Congo. Ils l'ont transformé en rapport mapping. Mapping, c'est-à-dire, vous cartographiez les massacres, mais vous ne citez pas les noms des massacreurs. Parce que la liste des massacreurs, c'est donc ce qui est devenu le combat du docteur Mukwege, la liste des massacreurs a été cachée dans un tiroir des Nations Unies qu'on ne veut pas sortir parce que si on sortait cette liste, on verra qu'il y a des présidents des pays de la région des Grands Lacs qui sont impliqués jusqu'au cou dans ces manœuvres-là. Et ni était que certaines personnes de bonne volonté ont volé ces rapports à Genève et l'ont fait fuiter dans la presse, notamment au niveau du journal Le Monde, ce qui a embarrassé certains intérêts occidentaux, on n'aurait rien su de ce qui se passe au Congo. On a tué 2 experts des Nations Unies au Congo qui ont découvert ce qui se passe au Congo. 2 experts, Zaïda Catalan et Michael Sharp. On tue un Américain, une balle dans la tête. Un Américain qui travaillait pour les Nations Unies. Les Nations Unies se taisent dans toutes les langues et les États-Unis ne réclament pas les ressortissants. On a tué un Américain. Les États-Unis ne réclament pas les ressortissants. Pourquoi? C'est parce que ces ressortissants américains auraient découvert ce qui se passe au Congo et que cette découverte allait avoir un effet boomerang sur les intérêts supérieurs des États-Unis. C'est ça la vraie question. Si le Congo était agressé par un pays soutenu par la Russie ou l'Iran, on aurait entendu la presse mainstream lancer des cris d'orfraie. Mais comme le Congo est agressé par des pays de l'OTAN, alors là, nulle part, on entendrait ces cris. On a tué un ambassadeur italien. On a tué un ambassadeur italien sur place. Est-ce que vous avez entendu une enquête? Vous avez entendu l'Italie protester vigoureusement? Toujours pas. Et on peut continuer à aligner comme ça des exemples. On peut continuer. Les rois des Belges étaient là, sans aucune action. Pendant que les rois des Belges étaient là, le Rwanda lançait des bombes au Congo.
Vous avez entendu la Belgique protester? Pas du tout. Liz Truss, l'ancienne premier ministre britannique, quand il était en train de signer son affaire de renvoyer les migrants qui arrivent illégalement en Grande-Bretagne vers le Rwanda, lorsqu'il y a eu une grande protestation en disant que le Rwanda n'est pas un pays démocratique, Vous voulez parler de Boris Johnson, c'est ça? Boris Johnson, en tant que Premier ministre, mais traité par Liz Truss, qui était ministre des Affaires étrangères de Boris Johnson et qui, après, est devenue Première ministre. Mais vous savez, la dame, quand il y a eu des protestations en Grande-Bretagne, la dame a demandé à la haute cour de justice de la Grande-Bretagne de protéger cet accord parce que ça pouvait mettre en danger les intérêts supérieurs de la Grande-Bretagne, notamment sa politique étrangère. Qu'est-ce qui se cache derrière cette affaire des réfugiés au point qu'une ministre des Affaires étrangères va demander à la haute cour de protéger un accord aussi méphistotélique au nom des... Quels sont ces intérêts supérieurs? Quelques réfugiés musulmans qu'on va envoyer au Rwanda? C'est ça qu'on appelle les intérêts supérieurs de la Grande-Bretagne? Qu'est-ce qui se cache derrière? Voilà, donc, du coup, il faut vraiment que sur le plan sémantique, qu'on puisse clairement dire les choses. Le Congo est agressé par les pays de l'OTAN, ou si vous voulez, les pays de l'OCDE. Le Congo n'est plus une colonie belge, le Congo est devenu la colonie de la communauté internationale. D'ailleurs, c'est ce qu'elle a toujours été depuis la conférence de Berlin. C'est ce qu'elle a toujours été depuis la conférence de Berlin. Donc, ce sont ces pays-là qui agressent le Congo. C'est ainsi que l'ONU, qui n'est que l'ONU, le FMI, la Banque mondiale, toutes ces structures qui sont juste Alors, mais des bras armés des puisqu'on ne peut Occidentaux. pas, oui, Carole Maïso, puisqu'on ne peut pas régler les problèmes avec ceux qui les créent, quelle alternative finalement, Ben, lorsqu'on est l'alternative, face à l'OTAN, comme vous le dites? c'est le rapport de force. Comme c'est l'OTAN qui agresse le Congo, il faut s'allier avec les ennemis de l'OTAN, la Chine et la Russie, pour imposer un rapport de force. Bien entendu, le peuple congolais ne doit pas compter sur qui que ce soit. D'abord sur lui-même, en premier. Mais avoir des alliés, c'est un fait. Avoir des alliés. À l'allure où vont les choses, la seule chose à faire, c'est le peuple congolais se révolte en masse, se met à mettre hors d'état de nuire tous les collabos congolais, à commencer par le président Tshisekedi, qui est un grand collabo des intérêts rwandais au Congo, avec son gouvernement et son opposition d'accompagnement, son parlement Godillot, son armée FRDC, Forces armées rwandaises déployées au Congo, parce que c'est une armée issue de plusieurs brassages, lui-même il l'a reconnu. Ben, sur 150 000 militaires, il y en a au moins 50 000 ici des brassages. Les 50 000 ici des brassages, c'est des gens à la nationalité douteuse. Et certains généraux du RCD, RCD, je vous ai dit, c'est le nom aussi de l'armée rwandaise au Congo, sont à des postes clés. Vous mettez un ancien du RCD qui va gérer la logistique de l'armée, qui va gérer les renseignements. Vous croyez gagner la guerre avec un Rwandais qui gère la logistique et les renseignements? Vous croyez gagner la guerre? Les secrétaires généraux, les sous-secrétaires généraux des Nations Unies chargés des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, il donne à Tshisekedi le nom des 65 officiers supérieurs de l'armée congolaise impliqués dans la guerre à l'Est. Le président n'agit pas, il s'était. Il s'assoit sur cette liste-là. Il va en tournée au Kivu. Lui-même, il dit que quand j'ai instauré l'état de siège, j'ai envoyé 21 000 militaires ici pour régler le problème sécuritaire. Mais ce que j'ai vu ici, il n'y a même pas 5 000 militaires. Donc le président est en train d'avouer que 16 000 militaires, c'est des fictifs. Il a sanctionné qui? Il a puni qui? Or, les 16 000 fictifs, leurs soldes sont payés, ils ont leurs uniformes, ils ont leurs rations, et on envoie des armes pour eux. Mais où passent toutes ces armes? Qu'est-ce qui justifie que le président, ayant constaté cela, n'agit pas? Qu'est-ce qui justifie que le président déclare sur France 24 que c'est une armée où chaque faction obéit à son ancien chef? C'est une armée issue des brassages. Il est là depuis 4 ans. Pourquoi n'a-t-il pas réformé cette armée? Pourquoi cette armée issue des brassages? Il va prendre le général Nduru, un Rwandais du RCD, et va lui donner un poste clé, lequel le président a nommé un général qui est mort depuis 11 ans. Kérine Maïzo, venons donc à Kwamutu. Dernièrement, il avait été signalé, comme vous le savez, des éléments rwandais, dont l'ouest, bien sûr, de la RDC,
qui aurait transité par Bangui et par Brazzaville. Peut-on penser que les violences intercommunautaires observées ces derniers temps-ci entre les Teke et les Yaka dans la province de Maïnombe, et nous sommes là dans le territoire de Kwabout, soit une instrumentalisation, puisqu'on parlerait même d'un mode opératoire similaire à ce que nous avons vu lors du génocide rwandais? Ben, on va prendre le président Tshisekedi Omo. Dans une interview à France 24, il a dit il y a une main noire derrière. Leur modus operandi ne ressemble pas à notre culture. Et il a même précisé que des gens qui ne parlent pas notre langue. Donc, lui, à Kinshasa, il est conscient que c'est une main noire. Bon, je ne sais pas pourquoi on doit dire noir. Et que c'est des gens qui ne parlent pas nos langues. Parce que dans l'arrière-pays de Kinshasa, à Kwamout, c'est les Bateke et les Bayaka qui vivent là depuis plus d'un siècle. Je dis plus de 100 ans. On n'a jamais entendu quoi que ce soit dans le sens d'un grabuge. Jamais. De temps en temps, dans la forêt, deux personnes peuvent se battre parce que X aurait pris la femme de Y ou tel champ n'a pas été bien délimité. C'est des choses qui ne font même pas la une des journaux parce que c'est des choses naturelles. Là où il y a des hommes, il y a des problèmes. Des petits problèmes naturels de la vie courante depuis bientôt 100 ans. Vous vous réveillez un matin, les Bateke commenceraient au conditionnel à accuser les Bayaka d'avoir occupé leur territoire. Et les matins, vous vous réveillez, on tue des chefs coutumiers, on brûle des villages, on tranche des gorges, mais c'est comme s'il y a un ouragan qui est passé dans des villages. Maintenant, ils se sont retrouvés jusque vers Boulungu. Est-ce que là, à Boulungu, chez les Bambala, chez les Bayans et tout ça, il y a les Bateke, les Bayaka? Ces gens-là viennent la nuit. Mais tout le monde sait qu'on a vu des fermiers venir avec de bœufs à long corne, de Mbororo, qui, soi-disant, auraient traversé tout le pays à pied et venir chercher des pâturages, donc des Rwandais, qui sont venus chercher des pâturages dans l'arrière-cour de Kinshasa. Et je vous ai dit au début de l'émission que Rwandais a déversé des gens. Ceux qui connaissent Kinshasa, lorsque vous arrivez à l'aéroport, si vous prenez à droite, vous allez vers les centres-villes. Si vous prenez à gauche, vous allez vers la grande, disons, les nouvelles banlieues, c'est-à-dire vous allez vers la province de Bandundu, vers les plateaux de Bateke, c'est là où il y a l'insécurité. Qui ne nous dit pas que c'est surtout ces gens que Rwanda a déversés qui ont commencé à créer ces problèmes? Mais il y a eu des témoignages de gens qui ont dit que ce sont des Rwandais de Brazzaville. C'est comme ça qu'ils les appelaient. Des Rwandais de Brazzaville. Donc des gens qui ont traversé depuis Maluku, de l'autre côté, parce qu'il y a deux Maluku, avec M-A-L-U-K-U Kinshasa et M-A-L-U-L-O-U-K-O-U côté Brazzaville. Donc il y a des personnes qui ont traversé pour s'aimer cette insécurité. Le président en a parlé sur France 24. Il en est conscient. Qu'est-ce qu'il a pris comme mesure? Est-ce qu'il a installé l'état d'urgence? Est-ce qu'il a installé l'état de siège? Est-ce qu'il a même essayé de fermer la frontière de Brazzaville momentanément, histoire de mettre un peu de l'ordre dans tout ça? Rien du tout. Alors, ceux qui sont à Brazzaville, qui traversent pour venir s'aimer la mort et la désolation à Kinshasa, mais Rwanda aussi a déversé des gens à Kinshasa. Qu'est-ce qui manquerait que demain, ces gens puissent traverser aussi de Kinshasa pour aller s'aimer la mort à Brazzaville? Les Congo-Brazza et les Congo-Kinshasa, quoi que l'on dise, c'est le même peuple. Quoi que l'on dise. Et maintenant, ce peuple est en train de subir l'action d'un peuple mercenaire équipé, formé, armé par les États-Unis qui viennent s'aimer la désolation et la mort dans le poule Malébo. Alors, dans un premier temps, ça frappe la rive, je crois, gauche. Bon, tout le monde regarde parce que ça frappe la rive gauche. Or, eux, dans leur stratégie expansionniste, ils ne visent pas que Kinshasa. Ils visent les Congo-Brazza. Je vous rappelle que les Congo-Brazza, c'est un des plus gros producteurs de pétrole en Afrique. Et c'est un pays qui a aussi beaucoup de minerais. Et c'est un pays qui a une façade maritime que les autres sont en train de chercher. Donc, eux, ils ont une stratégie globale. Ils y vont étape par étape. Ce qui semble aujourd'hui ne concerner que le Congo-Kinshasa concerne très largement le Congo-Brazza qui est dans cette affaire jusqu'au cou. Je vous rappelle qu'en République centrafricaine, le Rwanda est en train de négocier pour récupérer les bases françaises, les bases que la France va abandonner. Le Rwanda
qui n'a pas d'armée aérienne, veut récupérer les bases militaires. Pour en faire quoi? Pour en faire quoi? La République centrafricaine est voisine des deux Congos, en fait. Donc, c'est tout le monde qui est visé dans cette affaire et on ne comprend pas l'entêtement du président Denis Sassou Nguesso. Il est encerclé par les Boas qui est en train de le lubrifier pour l'avaler et il est là encerclé par les Boas, tout sourire. Mais il comprendra quand il va se faire étrangler, casser les côtes et avaler, ça sera déjà trop tard. Peut-être qu'il n'aura même pas le temps de le regretter. Alors, du côté de l'Église, le cardinal Ambongo a interpellé les autorités congolaises sur la situation dans cette zone, puisque nous parlons de Kwamut. L'autorité du pays doit faire quelque chose pour que cette situation puisse se débloquer, a-t-il donc exhorté. Il a par ailleurs mis en garde contre la rapide extension de cette situation, de ce conflit. Il dit, Kwamut est la porte d'entrée de Kinshasa. Alors pour lui, s'il y a insécurité à cet endroit aussi stratégique, cela pourrait avoir des lourdes conséquences sur Kinshasa. Mais il a Moi, ma complètement... question est de savoir si déjà Kinshasa tombe, quelles pourraient être donc les conséquences pour la sous-région. Et cela me rappelle un peu la phrase du feu maréchal Mobutu qui disait l'Afrique est un revolver dont la gâchette est au au Congo. Zaïre, donc Ouais. l'ancienne appellation de la RDC. Bon, c'est le président Mobutu, en 1973, il citait Frantz Fanon, l'écrivain connu, et c'est Frantz Fanon qui l'a écrit. Il a dit que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Si Kinshasa tombe, parce que c'est ça, en fait, l'enjeu. Le M23, donc l'armée rwandaise, vise Goma, qui est devenue, pour les Américains, la capitale de l'Est du Congo. Un pays qui ne dit pas son nom, parce qu'ils ont fracturé ces pays en deux. Et toujours l'armée rwandaise, par Brazzaville, ils vont prendre le nom conflit Bateke Bayaka, ils prennent toujours des noms bidons pour faire tomber Kinshasa comme ils l'ont fait en 1996 avec l'AFDEL. Sauf que là, la population de Kinshasa, en 1998, s'était révoltée et avait infligé à main nue une défaite puissante et historique à l'armée rwandaise, ce qui a fait dire à Madeleine Albright, la secrétaire d'État américaine de Bill Clinton, que les Tutsis constituent la prunelle de ses yeux et qu'elle allait les défendre à n'importe quel prix. Donc, lorsqu'ils ont été chassés, ils sont revenus insidieusement en mettant Joseph Kabila à la tête du pays, qui a fait le boulot de la manière la plus soft qui soit. Sauf que la vigilance des Congolais, et surtout celle de la diaspora, a fait que cette occupation, qui donne l'impression de fonctionner, a toujours été sur des charbons ardents. Ça, ils le savent. Et maintenant, ils veulent remettre le couvert pour venir récupérer de façon un peu plus, appelons ça officielle, entre guillemets, Subtil. Hein. oui, de façon un peu plus claire, venir récupérer Kinshasa. D'où l'insécurité qu'ils ont mis tout à côté. Pourquoi? Parce que en récupérant cette fois-ci complètement Kinshasa, ils peuvent se projeter vers la phase 3 de leur projet. La phase 1, c'était Rwanda, Ouganda, Burundi. La phase 2, c'était RDC. La phase 3, c'est récupérer à partir de Kinshasa les Congo-Brazza, les Gabon, la Guinée équatoriale et les Cameroun. Le travail est en train d'être fait. C'est ça, en fait, l'objectif. À partir de Kinshasa. D'où, si Kinshasa tombe, c'est toute l'Afrique. Le Congo, c'est le ventre mou de l'Afrique, mais c'est la région la plus riche de l'Afrique. N'oubliez pas, la conférence de Berlin, qui en réalité était la conférence sur le bassin du fleuve Congo et Niger, tenue à Berlin, a beaucoup plus visé le bassin du fleuve Congo. Parce que sur 42 articles de toutes les résolutions qui sont sorties de la conférence de Berlin, 35 concernent la RDC. 35. Sur toutes les résolutions, allez lire les résolutions de la conférence de Berlin. Et depuis la conférence de Berlin, ils ont fait de cette zone une zone de libre-échange économique, une zone où liberté de navigation, liberté d'accès, une zone de libre-échange économique, et qui devait se défendre si se faisait attaquer, et tout ça. Et ce qui était à la conférence de Berlin, qu'on appelle pompeusement la communauté internationale, qui s'appelle aussi
dans sa dimension militaire, l'OTAN. Ce sont ceux-là qui sont en train de récupérer leurs choses parce que, selon eux, la Chine et la Russie s'approcheraient un peu trop près du gâteau. N'oubliez pas la guerre froide. L'enjeu, c'était la RDC. C'est ainsi que le président Mobutu a été placé au pouvoir avec pour mission par les Américains d'appliquer ce qu'ils appelaient la politique du containment, contenir l'avancée du communisme en Afrique. Quand ils ont chassé Mobutu, ils ont mis Paul Kagame à la place, le mur de Berlin étant tombé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est juste que Paul Kagame devrait être les capots du pactole pour les comptes des Occidentaux. Et vu que la Chine d'aujourd'hui n'est plus la Chine de 1949 qui était faible, et que la Chine a des ambitions, la Chine est devenue une puissance industrielle, et que la Russie se réveille, les autres 100 États d'âme sont en train de pratiquer une politique de la terre brûlée. Du moment que les matières premières sont exploitées, ils sont en train de pratiquer sans état d'âme une politique de la terre brûlée. Donc, l'enjeu, il est mais vraiment mondial, il est international. C'est au peuple de cette région d'en prendre conscience et de savoir choisir ses alliés, des bons alliés. Avec des bons alliés, avec un rapport de force, je pense que les choses peuvent évoluer autrement. Mais aujourd'hui, c'est devenu une passoire des États-Unis qui va les condamner. Même eux, ils condamnent les Rwandais. Bon, mais quand le doigt montre la Lune, l'insensé regarde le doigt. Alors, quand le doigt montre les États-Unis, l'insensé regarde les Rwandais qui n'est que le doigt des États-Unis. Et pire encore, ils font la politique que j'appelle Malawi. Parce que Malawi aussi veut dire crier avec les loups. Ben, quand nous, on était jeunes à Kinshasa, la nuit, vous entendez « Au voleur, au voleur !» Vous sortez et vous entendez les voleurs aussi crier « Au voleur, au voleur !» Et vous regardez devant, or c'était lui les voleurs. Alors quand vous criez « Les Rwandais !» Ben, les États-Unis aussi vont crier « Les Rwandais !» Tout le monde regarde les Rwandais. Et quand les Rwandais leur posent la question « Mais comment vous nous dénoncez comme ça ?» Il dit « Non, on ne va rien faire, c'est juste des sorte cris. » de voleur, le voleur qui crie au voleur. Ben voilà, c'est aussi la fin de cette émission. Merci, Monsieur Keroin Maizo, d'avoir encore été avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste, analyste politique et conférencier. Merci d'avoir été disponible pour nous. À vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous avez été vraiment aimables. Merci de nous avoir encore consacré votre attention. Likez, partagez pour nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Si vous ne l'avez pas encore fait, en tout cas, pensez à vous abonner pour être prévenu de toutes nos prochaines productions. On se dit donc au revoir et à très bientôt. Merci.